Imaginez le silence pesant d'une salle de contrôle climatisée, pas n'importe laquelle. Vous êtes au cœur du dispositif le plus secret, le plus protégé, le plus cosmique de la puissance militaire russe, l'unité Rubicon. Dans vos mains, le plastique froid d'un contrôleur de drone hors de prix, une merveille technologique développée par le GRU. Devant vos yeux, un écran haute définition qui vous donne l'impression d'être un dieu. Vous voyez tout. Chaque mouvement, chaque souffle de vie de l'armée ukrainienne à des kilomètres de là. Vous vous sentez puissant, intouchable. Mais soudain, une fraction de seconde suffit pour que tout bascule. L'image sur l'écran se fige. Un détail, une silhouette, une balançoire d'enfant, là où il devrait y avoir des munitions. Et soudain, la nausée vous prend à la gorge. Vous réalisez que tout ce qu'on vous a dit, tout ce que vous voyez à travers ces lentilles numériques, est un mensonge monumental. Vous n'êtes pas un héros qui défend la patrie. Vous êtes un rouage, un exécutant aveugle au service d'une obscurité sans fin. C'est à cet instant précis, le cœur battant à rompre vos côtes, que vous posez la manette. Vous regardez autour de vous, ces visages concentrés, ces officiers qui aboient des ordres, et vous prenez la décision la plus terrifiante de votre vie. Vous allez traverser la ligne de front, seul, à pied, avec pour seule arme les secrets les plus dévastateurs de l'armée russe cachés dans votre poche. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas un film d'espionnage, c'est l'histoire brute, viscérale et absolument véridique de Miroslav Simov. Cet homme n'était pas un soldat né, c'était un agent immobilier. Et pourtant, il est devenu l'opérateur de drone le plus dangereux pour le Kremlin. Non pas parce qu'il a appuyé sur la gâchette, mais parce qu'il a refusé de le faire. Comment un civil ordinaire se retrouve-t-il au cœur du dispositif le plus secret du renseignement militaire ? Comment a-t-il survécu à une marche de 10 km en enfer, traqué par ses propres camarades, pour livrer les clés du royaume Rubicon à l'ennemi ? Restez avec moi, car nous allons plonger dans les entrailles d'un système en pleine décomposition, là où la morale s'effrite, et où la vérité c'était la première victime. Mais avant de comprendre l'acte, il faut comprendre l'homme et l'absurdité qui l'a mené là. Miroslav n'était pas un fanatique. Il vivait à Novosibirsk. Il vendait des appartements, il gérait des baux, il vivait cette vie de classe moyenne russe qui tente d'ignorer la guerre. Jusqu'au jour où le système l'a happé. Un contrôle de police banal à Moscou. C'est là que tout commence. Pas avec un idéal patriotique, mais avec une menace sordide dans un commissariat froid. La prison ou le front. C'est ici que l'histoire devient fascinante et terrifiante. Miroslav pensait devenir un simple fantassin, de la chair à canon comme des milliers d'autres. Mais la bureaucratie russe, cette machine immense, lourde et inefficace, en a décidé autrement. Il y avait un trou dans un tableau Excel. Il manquait du personnel qualifié. Alors, sans tenir compte de son absence d'expérience militaire réelle, le système l'a propulsé au sommet. Après une formation sommaire, brutale, à Voronezh, on ne lui a pas donné un vieux fusil rouillé. On lui a donné les clés de la technologie la plus avancée du pays. Il a été affecté à Rubicon. Il faut que vous compreniez ce que cela signifie. Rubicon n'est pas une unité de drones comme les autres qui bricolent des appareils commerciaux. C'est l'élite. C'est l'œil de l'armée. Ils pilotent les systèmes Supercam, les drones Molia. Ils sont sous la supervision directe des plus hauts gradés du renseignement. Et pourtant, qui tiennent les manettes ? Des gens comme Miroslav. Des civils terrifiés, forcés, qui détestent leur chef. C'est la première fissure dans le mur. Miroslav a vu de l'intérieur ce que la propagande cache. L'incompétence crasse. Il a vu les jouets les plus chers de la Russie confiés à des mains tremblantes, sous la menace constante de commandants qui traitaient chaque erreur technique comme une trahison passible du peloton d'exécution. C'est là, dans ces centres de formation secrets du complexe patriote, que Miroslav a commencé à accumuler non pas de la fierté, mais de la haine. Il voyait comment le système pourrissait de l'intérieur. Il voyait les coordonnées ciblées. Il comprenait la logique macabre. Et c'est cette position unique, ce paradoxe d'un civil forcé devenu gardien des secrets d'État, qui fait de lui bien plus qu'un déserteur. C'est une boîte noire vivante. Mais posons-nous une question fondamentale ici. Une question qui nous concerne tous, bien au-delà de cette guerre. Comment un système aussi puissant sur le papier peut-il être aussi fragile dans la réalité ? Pensez-y un instant. Nous avons tendance à voir les institutions, les gouvernements ou les grandes entreprises comme des monolithes indestructibles. Nous imaginons que ceux qui détiennent le pouvoir savent ce qu'ils font, qu'il y a une logique, une compétence derrière les murs épais de l'autorité. Mais l'histoire de Miroslav nous révèle une vérité universelle sur la nature du pouvoir. La corruption et la coercition ne créent pas de la force, elles créent de la fragilité. Quand vous construisez un édifice sur la peur, chaque brique est prête à s'effriter. La loyauté ne s'achète pas avec des menaces,
Et la compétence ne s'improvise pas sous la contrainte. Si vous forcez un homme à vous servir contre sa conscience, vous ne gagnez pas un soldat, vous créez un saboteur en puissance. C'est une leçon brutale. La véritable puissance ne réside pas dans la technologie ou les armes, mais dans la cohésion morale et la confiance. Sans cela, le géant a des pieds d'argile, et il suffit d'un seul homme pour le faire vaciller. Revenons à ce moment précis, ce point de rupture. Miroslav est dans cette salle de contrôle poussiéreuse près de Krinky. L'atmosphère sent la sueur rance et le tabac froid. Le drone Molia est verrouillé, les coordonnées sont entrées. La cible est censée être un dépôt de munitions stratégique. C'est ce que disent donc les officiers, c'est ce que dit la radio. Mais l'écran, lui, ne ment pas. La haute résolution est impitoyable. Alors que le drone approche, l'image se clarifie. Ce n'est pas un hangar militaire, c'est une zone résidentielle. Il y a des signes de vie civile. Miroslav sent son sang se glacer. Il y a une erreur. Il doit y avoir une erreur. Il le signale, il attend l'ordre d'annuler, de détourner le drone. Mais la réponse qui grésille dans son casque est d'une froideur inhumaine. Tout ce que tu vois est légitime. Pas de civil. Continue. Imaginez l'impact de ces mots. Continue. Ce n'est pas juste un ordre, c'est une négation de la réalité. C'est le moment où le masque tombe. Miroslav regarde l'écran. Il voit l'impact. Il voit la poussière se lever. Il sait qu'il n'y a pas d'explosion secondaire de munitions, juste de la destruction pure et simple, et autour de lui, dans le chat de l'unité, sur les lignes radio, l'indifférence. Pire, des blagues. Pour ses commandants, cette tragédie n'est qu'une statistique, une ligne dans un rapport pour justifier l'utilisation des munitions. C'est là que le déclic se produit. La manette dans sa main ne pèse plus quelques centaines de grammes, et elle pèse le poids d'un crime de guerre. Il ne se sent plus comme un opérateur défensif, mais comme un bourreau. C'est irréversible, il ne peut plus revenir en arrière. Il tente d'abord de fuir intelligemment, de falsifier des papiers pour le Kazakhstan. Il échoue. Le système le rattrape, impitoyable, et pour le punir, on l'envoie dans une unité d'assaut, là où l'espérance de vie se compte en heures. Mais Miroslav a quelque chose que ses chefs n'ont pas prévu, la volonté de survivre pour témoigner. Il contacte la ligne « Je veux vivre » de l'Ukraine, et c'est là que commence l'impensable. Je veux que vous visualisiez ce voyage, 10 km. Cela peut sembler peu lors d'un jogging matinal, mais sur la ligne de front, c'est une éternité. C'est un corridor de la mort. Miroslav est seul, derrière lui ses propres lignes. Il sait que s'il est repéré, l'ordre est clair. On tire sur les déserteurs à vue. Devant lui, l'inconnu. Et tout autour, le sol est truffé de mines antipersonnelles, ces engins vicieux conçus pour arracher une jambe et laisser l'homme hurler à l'agonie. Le ciel n'est pas plus sûr. Il entend le bourdonnement caractéristique des drones FPV, ces mêmes drones qu'il pilotait il y a quelques jours. Maintenant, il le chasse. Il est devenu la proie de sa propre meute. Il rampe dans la boue, le souffle court, le cœur battant dans les tempes comme un marteau-piqueur. Mais il n'est pas tout à fait seul. Dans le ciel, un autre œil le regarde. Un drone ukrainien. Une voix dans son oreille, une coordination improbable au milieu du chaos. « Avance, stop, à gauche !» Il raconte qu'il sentait ce regard bienveillant le guider à travers les balles qui sifflaient, coupant les herbes autour de lui. Chaque mètre gagné est une victoire sur la mort. Chaque buisson est un refuge précaire. Quand il arrive enfin aux tranchées ukrainiennes, épuisé, couvert de terre, il ne porte plus ses galons. Il porte sa conscience. Il jette son arme. Il lève les mains. Ce n'est pas une reddition, c'est une libération. Mais demandez-vous ceci, qu'est-ce qui pousse un homme à risquer une mort certaine et horrible plutôt que de rester dans la sécurité relative de son camp ? Donc c'est une interrogation profonde sur la nature de l'intégrité. Souvent, nous pensons que le courage consiste à affronter l'ennemi en face. Mais le courage le plus difficile, le plus rare, est celui d'affronter son propre camp, sa propre tribu, lorsque celle-ci a tort. C'est le moment où la voix intérieure de la morale crie plus fort que l'instinct de conservation. Miroslav nous montre que la sécurité physique ne vaut rien si l'âme est en danger. Il y a un seuil, chez chaque être humain, où la complicité avec le mal devient plus insupportable que la mort elle-même. C'est la ligne rouge de la dignité. Une fois franchie, aucun retour n'est possible. Avez-vous déjà senti, même à petite échelle, ce moment où vous deviez dire non à votre groupe, ou à votre famille, ou à vos collègues, quitte à tout perdre, simplement pour pouvoir vous regarder dans un miroir ? Ce que Miroslav a apporté avec lui dans ses tranchées valait plus que toutes les divisions blindées. Il n'a pas juste apporté son corps, il a apporté la boîte noire. Et c'est là que le Kremlin commence à trembler. Car Miroslav n'est pas arrivé les mains vides. Il a livré l'architecture complète, secrète et vitale de l'unité Rubicon. C'est un désastre absolu pour le renseignement russe. Miroslav s'assoit avec les officiers du renseignement ukrainien et il commence à parler. Il ne s'arrête plus, il déballe tout.
Il explique que Rubicon n'est pas juste une unité de terrain, mais une tentacule directe du GRU, cachée sous l'apparence innocente du parc Patriote près de Moscou. Ce parc, officiellement une zone d'exposition militaire pour les touristes et les familles, abrite en réalité le centre nerveux des opérations de drones. C'est là que tout se décide, c'est là que les stratégies sont conçues. Il donne les fréquences. Vous réalisez l'importance de cela ? Il donne les plages de fréquences exactes utilisées par les drones Supercam pour transférer leurs données. Il explique les vulnérabilités critiques des systèmes Molia. C'est comme donner les plans de l'étoile de la mort aux rebelles. Grâce à lui, l'armée ukrainienne ne se contente plus de deviner. Elle sait. Elle peut voir les drones russes s'activer avant même qu'ils ne décollent. Elle peut brouiller leurs signaux avec une précision chirurgicale, les faisant tomber du ciel comme des feuilles mortes. Il révèle aussi l'emplacement des centres de formation à Narofominsk. Il décrit les programmes d'entraînement et surtout, il expose la faille humaine. Il raconte comment des candidats échouent aux examens, sont jugés inaptes, mais sont tout de même envoyés au front pour piloter ces machines complexes simplement parce qu'il faut remplir les quotas. C'est la preuve ultime que l'image de professionnalisme de l'armée russe est une façade en carton-pâte. Derrière le vernis technologique, c'est le chaos, l'improvisation et la peur. Mais ce n'est pas tout. Cette fuite technique s'accompagne d'une crise bien plus profonde. Une crise humaine qui est en train de ronger les fondations mêmes de l'effort de guerre russe. Miroslav n'est pas un cas isolé. Il est le symptôme le plus visible d'une épidémie. Les chiffres sont là, froids et implacables. Plus de 4000 soldats russes sont actuellement prisonniers en Ukraine. Mais regardez les images. Regardez ces vidéos filmées par les drones. On y voit des soldats russes, mains déliées, courir vers les lignes ukrainiennes. Ils ne fuient pas leurs ravisseurs. Ils courent vers eux pour se mettre à l'abri. Ils savent, comme Miroslav, que le véritable danger vient de leur propre hiérarchie. Pour ces hommes, la captivité en Ukraine est devenue une option plus humaine, plus sûre, que de rester sous les ordres de leur commandant. C'est un effondrement psychologique total. Quand votre soldat a plus peur de vous que de l'ennemi, la guerre est déjà perdue dans les esprits. Et cela nous amène à réfléchir sur la notion de loyauté et de trahison. Qu'est-ce que la loyauté quand elle est exigée par des tyrans ? On nous apprend dès l'enfance que la loyauté est une vertu cardinale. Être fidèle à son pays, à son drapeau, à son groupe. Mais la loyauté aveugle est une chaîne, pas une vertu. La véritable loyauté doit être envers des principes, envers l'humanité, envers la vérité. Miroslav est qualifié de traître par Moscou. Mais aux yeux de l'histoire et aux yeux de sa propre conscience, il a fait preuve de la plus haute forme de loyauté, celle envers la vie elle-même. Il nous rappelle que nous sommes d'abord des êtres humains, avant d'être des citoyens ou des soldats. Et parfois, pour rester humain, il faut savoir trahir les monstres qui prétendent nous diriger. À quel moment la désobéissance devient-elle un devoir moral sacré ? L'impact de la défection de Miroslav ne s'est pas limité aux salles d'interrogatoire. Il s'est matérialisé sur le terrain, dans la boue et le sang de Zaporijia. C'est là que l'histoire devient concrète. Les informations qu'il a fournies ont agi comme un virus dans le système nerveux de l'armée russe. Une rébellion silencieuse a commencé. Le message de son évasion s'est répandu comme une traînée de poudre sur le front. Si même l'élite du GRU se barre, pourquoi nous, on resterait pour mourir ? C'est la question qui hante les tranchées russes. Et la réponse se traduit par du sabotage. Pas une mutinerie ouverte, non. C'est plus subtil, plus insidieux. C'est ce qu'on appelle la grève du zèle ou le sabotage passif. Les soldats russes endommagent délibérément leur véhicule. « Oh, le moteur ne démarre pas, commandant. Ils cassent leur radio. Pas de signal, chef. » Ils entrent sciemment de mauvaises coordonnées dans les systèmes de frappe. Au lieu de tirer sur les Ukrainiens, ils tirent dans le vide. Ce n'est pas de l'incompétence, c'est de la résistance. C'est une armée qui refuse de se battre. Pendant que les généraux à Moscou hurlent « En avant !», la base freine des 4 fers. Et quand vous combinez cette résistance interne avec les codes secrets livrés par Miroslav, le résultat est catastrophique pour la Russie. Les rapports des analystes militaires confirment que l'Ukraine a pu mener des contre-attaques foudroyantes dans le sud. Pourquoi ? Parce que les Russes étaient aveugles, leurs drones étaient brouillés, leurs fréquences interceptées. Les unités mobiles ukrainiennes se sont infiltrées comme des fantômes à travers des lignes censées être impénétrables. Imaginez la panique dans l'état-major russe. Ils ne comprennent pas. Ils pensaient avoir la supériorité aérienne. Et soudain, ils sont sourds et aveugles. La rumeur court. Ils savent tout, les Ukrainiens savent tout. Et c'est vrai, ils savent grâce à Miroslav. L'initiative a changé de camp. Ce n'est plus la Russie qui dicte le tempo. Elle réagit, elle subit. Ou elle attend le prochain coup en se demandant d'où il viendra. C'est une position d'échec et mat stratégique.
Tout cela nous ramène à l'homme, à Miroslav Simov. Il a tout perdu en apparence. Sa maison à Novosibirsk est probablement sous scellé. Sa vie d'avant est en cendres. Il ne reverra peut-être jamais ses amis d'enfance, mais il a gagné quelque chose d'inestimable. Il se regarde dans la glace le matin et il ne voit pas un assassin. Il a déclaré « Ils ont ruiné ma vie, mes rêves. Mais maintenant, l'homme qu'ils ont brisé va devenir leur pire cauchemar. » Et il le prouve. Il ne se contente pas de donner des infos. Il veut se battre. Il veut rejoindre les rangs des légions de volontaires pour libérer son pays de ce régime. Ce n'est pas une vengeance mesquine. C'est une quête de justice. C'est l'histoire d'un homme dont la maison a été envahie par les ténèbres et qui a décidé de devenir la lumière, quitte à se brûler. Mais finalement, que nous apprend cette histoire sur l'avenir ? Nous vivons une époque où la technologie semble tout dominer. On parle de drones, d'intelligence artificielle, de missiles hypersoniques. On pense que la guerre est une affaire de machines et d'algorithmes. Mais l'histoire de Miroslav Simov, cet agent immobilier devenu le grain de sable qui enraye la machine de guerre, nous prouve le contraire. Tout repose, in fine, sur l'élément humain. Une armée peut avoir les meilleurs processeurs, les meilleurs satellites. Si l'homme derrière l'écran a perdu la foi, ou si son âme est brisée par l'injustice de sa propre cause, toute cette technologie ne sert à rien. Elle devient de la ferraille inutile. La plus grande vulnérabilité d'un régime autoritaire n'est pas son manque de puces électroniques, c'est son mépris pour la conscience humaine. Vous pouvez forcer un corps à obéir, mais vous ne pouvez pas forcer une conscience à se taire indéfiniment. Miroslav a ouvert la brèche. Il a montré que le colosse est malade. Chaque drone qui tombe aujourd'hui grâce à ses codes, chaque mètre de terre repris à Zaporizhia, est une victoire de l'esprit sur la matière brute, de la conscience sur la coercition. Le Kremlin peut recruter, forcer, menacer autant qu'il veut. Un régime abandonné par ses propres élites, trahi par ceux qu'il a formés, est comme une bougie qui brûle par les deux bouts dans une nuit d'hiver. Elle brillera peut-être encore un peu, mais son extinction est inévitable. L'histoire est en marche, et elle ne s'écrit pas seulement avec de l'encre sur des traités, mais avec le courage de ceux qui osent dire non. Miroslav a franchi son Rubicon. Et vous, face à l'injustice, auriez-vous le courage de franchir le vôtre ? C'est une question qui mérite de résonner longtemps après la fin de ce récit. Prenez soin de vous, restez vigilants. Et n'oubliez jamais que la vérité finit toujours par percer, même à travers le brouillard de la guerre. À bientôt.